Salut à tous et bienvenue dans les petites infos révoltantes du mois de juin 2021. 20 juin. Nos réfugiés ont du talent. 10 grands dirigeants français publient une tribune pour promouvoir l'employabilité des réfugiés en entreprise. Ikea, L'Oréal, Michelin, Sodexo, Adecco et d'autres ont créé le collectif Réfugies Art Talent et se donnent pour mission de favoriser le processus d'intégration des réfugiés statutaires. Ils disent vouloir imaginer un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair. Oh, c'était pas déjà le cas ? Sur son site internet, Accor, membre du collectif, affirme se mobiliser pour encourager l'ouverture et prévenir la discrimination. Recruter des personnes réfugiées permet non seulement aux entreprises d'agir concrètement en faveur de la diversité des talents et des profils au sein des équipes, mais aussi d'enrichir leur culture d'entreprise. Les réfugiés sont un vivier de talents, de véritables atouts pour leurs employeurs. Alors j'ai lu tout leur blabla mielleux et péremptoire, plusieurs fois, et je sais toujours pas quel serait le talent spécifique des réfugiés que n'auraient pas les 6 millions de demandeurs d'emploi qu'on a déjà en France, d'autant que les réfugiés partent pas avec une longueur d'avance. Quand on regarde cette carte montrant les pays de provenance des demandeurs d'asile en France en 2020, on trouve dans le top 5 l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au passage, ça n'empêche pas Accor d'illustrer son site avec les photos de Pierre-Olivier le barista et Madame Chang. Nos réfugiés ont du talent, mais ils n'ont pas de photos. On parle donc de travailleurs en majorité non francophones, qui viennent de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et qui ont un niveau d'éducation qui est en moyenne inférieur à la moyenne nationale. Ça ne veut pas dire pour autant que tous n'ont aucun diplôme. Par exemple, les réfugiés venant d'Irak et de Syrie fuient la guerre plus que la misère, et c'est justement les plus éduqués du pays qui parviennent jusqu'en Europe. Le petit problème, c'est qu'une fois sur place, ils arrivent rarement à faire reconnaître leur diplôme, les obligeant à accepter n'importe quel boulot. Ah, et si c'était ça, le talent de nos réfugiés ? Pourquoi est-ce qu'on serait pressé d'embaucher des gens qui n'ont pas de diplôme et qui parlent pas la langue ? Peut-être parce qu'ils acceptent des conditions de travail pas top, des horaires décalés, des salaires planchers pour des tâches difficiles. On a l'exemple en ce moment dans la restauration. Pendant des années, l'emploi de réfugiés et de clandestins dans les restos et les hôtels a permis de faire pression sur les salaires et d'imposer des plages horaires contraignantes pour les salariés. Nous en sommes à 355 embauches. Je suis tout le temps en perpétuel recrutement. La seule personne qui s'est montrée intéressée, c'est ce jeune homme, demandeur d'asile d'origine soudanaise. J'ai vu une personne qui était volontaire, à l'écoute et potentiellement intéressante pour mon entreprise. Mais suite à la crise du Covid, beaucoup d'employés se sont retrouvés au chômage technique et ça a été l'occasion pour eux de changer de branche, alors qu'ils ne l'auraient pas forcément fait auparavant. Résultat, il y a aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur, puisque les anciens salariés refusent de retourner y travailler pour des salaires et des conditions jugées peu attractives. Il n'y a donc que 2 solutions pour recruter dans ce cas-là. Améliorer l'attractivité en augmentant les salaires par exemple, mais ça va faire augmenter la facture. Ou bien il faut trouver des gens qui acceptent de bosser à des prix et des conditions universellement jugées merdiques. Et c'est tout le talent de nos réfugiés que n'ont pas les autres demandeurs d'emploi. Les migrants sont une chance pour la France parce qu'ils acceptent de faire des boulots simples, non qualifiés, mais non délocalisables, à un prix moindre que le chômeur français. D'autant qu'on peut facilement les truander sur les droits sociaux. Congés payés, retraite, repos hebdomadaire, amplitude horaire, congé maternité, c'est pas pour eux. Grâce à l'exploitation de cette misère, les citadins ouverts sur le monde ont des restos, des livraisons Uber, des services de nettoyage un petit peu moins chers que si on embauchait le français à des conditions suffisamment attractives pour lui, c'est-à-dire suffisantes pour pouvoir vivre dans les villes où il travaille. Du coup, au lieu d'avoir un travailleur qui peut payer ses factures, on a 2 miséreux subventionnés par la collectivité. Ils dépendent tous les deux des versements de l'État et ils se retrouvent tous les deux à la même table des restos du cœur. Les seuls qui profitent de cette situation, ce n'est ni le migrant, ni le chômeur, souvent présenté comme des assistés, c'est un petit peu le consommateur, et surtout les patrons, qui externalisent une partie de leurs coûts salariaux sur le reste de la société. Alors je dis pas que tous les employeurs le font de gaieté de cœur, quand la pratique est généralisée, t'es parfois obligé de t'aligner. Mais quand on en est à monter des collectifs Réfugies Art Talent, et que t'essayes de faire passer ton exploitation de la misère pour de l'humanitaire et du social,
Là, je crois qu'on peut dire qu'on a affaire à des connards. On en revient à la fameuse citation de Jaurès. Vous entendez bien que ce n'est pas nous qui voulons éveiller, entre les travailleurs manuels des différents pays, les animosités d'un chauvinisme jaloux. Non, mais ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français, et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. « 24 juin. La Commission européenne vient de valider le plan de relance de la France. Nous allons bientôt recevoir les premiers versements des 40 milliards de subventions européennes. L'occasion de rappeler qu'il s'agit d'une énorme arnaque. Comme vous le savez, le plan est financé via un prêt souscrit par l'Union européenne à un taux qui est supérieur à ce que la France obtient toute seule. Donc on perd de l'argent. Ensuite, la France va rembourser 80 milliards du plan de relance européen et va n'en récupérer que 40. Donc, on perd de l'argent. Les 40 milliards gentiment rendus par l'Union européenne devront être dépensés selon les choix de l'UE et les versements sont conditionnés au respect des règles de l'UE. Des contrôles auront lieu tous les 6 mois. Comme dirait l'autre, on cotise à notre esclavage. On donne de l'argent à l'UE qui promet de nous en rendre la moitié si on lui obéit et pour faire ce qu'elle a décidé. Pas vraiment un bon deal donc, mais nos gestionnaires de l'année l'ont signé avec plaisir, car ils sont attachés à des valeurs bien plus nobles que l'argent, pas comme nous autres pauvres grouillots, la construction européenne. Ils considèrent que ce plan de relance est une formidable opportunité de faire un grand pas en avant vers le fédéralisme européen. Ça vaut bien quelques sacrifices, surtout quand c'est fait avec l'argent des autres. Mais rendez-vous compte, pour la première fois de l'histoire, l'Union européenne va emprunter de l'argent au nom de tous les États et le rembourser avec un impôt européen, qui n'est pas encore décidé, mais ça c'est un détail. Il s'agit à la fin de piquer aux États membres des prérogatives étatiques essentielles que l'UE ne possède pas aujourd'hui. Définir un budget, emprunter sur les marchés, lever des impôts pour financer tout ça. Comme on peut le lire sur le site de l'Union des fédéralistes européens, nous devons néanmoins finir de renverser la table intergouvernementale au profit de la démocratie européenne. Alors ça c'est un mot codé qui définit la dictature du lobby le plus riche. Parce que c'est comme ça que ça marche, l'Union européenne. Cette première étape doit permettre à l'Union de mettre progressivement fin à sa dépendance vis-à-vis des contributions nationales, qui cristallisent les tensions entre États membres, à travers un budget autonome, financé par des ressources propres à l'échelle européenne. Fort bien. Le petit problème des européistes, c'est qu'il y a toujours un gros décalage entre leurs fantasmes et la réalité. Leur gueule de bois s'est incarnée en la personne d'Armin Laschet. Il s'agit du chef de file des chrétiens démocrates allemands, qui ont obtenu 24% des suffrages aux dernières élections fédérales. Ils vont donc peser lourd dans le prochain gouvernement qui succédera à Merkel. Et voici ce qu'on pouvait lire dans leur programme. L'Union européenne a répondu de manière appropriée et solide à la crise du corona avec l'instrument Next Generation UE. C'est le nom du plan de relance. En conjonction avec le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Alors ça c'est le budget européen, qui est d'ailleurs déficitaire de 15 milliards d'euros par an pour la France, puisqu'on paye la part du Royaume-Uni qui est sorti. L'Europe ne peut être forte qu'ensemble. Par conséquent, nous nous sommes engagés à soutenir les pays du sud de l'Europe qui ont été particulièrement touchés par la crise. L'emprunt européen afférent est temporaire et ponctuel. Il n'est pas une entrée dans une union de la dette et ne doit jamais l'être. Les traités sont clairs, chaque État membre est responsable de ses dettes. Nous continuons à rejeter l'idée de faire partager les dettes ou les risques d'un État par les autres États membres. Parce que nous voulons une véritable union fondée sur la stabilité et non une union fondée sur les dettes, nous refusons la responsabilité partagée. Notre Europe est celle d'une politique budgétaire saine. Les ressources budgétaires doivent être utilisées en priorité pour les mesures qui créent une valeur ajoutée européenne. Ils doivent être à l'avenir encore plus ciblés sur les besoins du continent. En d'autres termes, on n'est pas là pour financer le social des pays du Sud qui veulent pas travailler. Il faut bien se rappeler que la calamiteuse gestion du Covid par l'UE avait créé une petite vague d'euroscepticisme en Europe, notamment en Italie. Ce plan de relance est donc une sorte de mal nécessaire pour redorer l'image de l'UE et le mythe de la solidarité européenne auprès des pays du Sud. Et c'est pour ça que l'Italie va être bénéficiaire du plan de relance européen d'environ 50 milliards d'euros, alors que la France est déficitaire de 40 milliards. Ça fait un écart de 90 milliards.
Pourtant, on voit que ces deux pays ont connu une récession équivalente suite au Covid. Mais comme l'un des deux pays a davantage manifesté son euroscepticisme, on lui donne des sous pour racheter son adhésion. Pour autant, il ne faut pas surestimer cet événement. On a vu que l'Allemagne ne veut surtout pas d'un saut fédéraliste, et donc il n'y en aura pas. Parce que c'est elle qui tient les cordons de la bourse, parce que les traités sont de son côté, parce qu'il faut l'unanimité pour changer les traités, et il faut aussi l'unanimité pour changer la règle de l'unanimité. Donc tant que l'Allemagne ne voudra pas, c'est bloqué. Nos gestionnaires de l'année ont pensé que cette crise allait forcer les Allemands à accepter ce qu'ils ont toujours refusé, ils ont donc signé un deal extrêmement mauvais, parce qu'ils pensaient faire avancer leur fantasme de fédération européenne. Pas de bol. Sitôt passé la crise du Covid, les Allemands entendent reprendre leurs bonnes vieilles habitudes. Toujours dans le programme des chrétiens démocrates, nous voulons rétablir les règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance et du traité fiscal rapidement après la pandémie de Corona et les renforcer, non les adoucir. Nous voulons limiter les marges de manœuvre dans la procédure de contrôle d'un déficit excessif et renforcer les règles à respecter. Les violations des critères de stabilité doivent être systématiquement sanctionnées. Ouf, alors déjà qu'on était loin de respecter toutes ces règles débiles, mais alors en plus avec ce plan de relance européen qui fait augmenter notre dette de 80 milliards, le piège du surendettement et du déficit excessif va maintenant se refermer sur la France. Pire que de perdre de l'argent, ce plan de relance va nous transformer en clébards. Eh oui, il va falloir se soumettre et rendre des comptes à la Commission européenne si on veut récupérer la moitié de notre propre argent. Et comme nous ne sommes plus du tout dans les clous du pacte de stabilité depuis longtemps, il faudra négocier des dérogations si on veut éviter d'être mis sous tutelle, comme la Grèce l'a été, avec le succès économique que l'on connaît. Il faudra donc acheter la complaisance de l'Allemagne avec toutes sortes d'abandons, qui pourraient inclure, par exemple, notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Finalement, le merveilleux pas en avant fédéraliste qui devait rendre l'Allemagne moins dominante et plus solidaire dans l'Union européenne aboutit à l'exact inverse. Nos gestionnaires de l'année ont renforcé la capacité de l'Allemagne à imposer sa politique aux autres États grâce à l'Union européenne, et cerise sur le gâteau, elle nous a servi avec notre propre argent. On paye pour ça, et des sommes qui se chiffrent en dizaines de milliards par an. Ce n'est pas sans rappeler la phrase de Mitterrand, qui était persuadé à l'époque d'avoir cloué la main de l'Allemagne à la table de l'Europe en lui faisant accepter l'euro. Il lui avait surtout donné les clés de la boutique. 28 juin. Enfin une bonne nouvelle. L'affaire du cartel des camions arrive à son épilogue et pourrait rapporter gros aux finances publiques. Sauf que... Bruno Le Maire est aux commandes. Eh oui, ça va encore nous coûter cher. L'histoire commence en 2014. Le fabricant MAN avait dénoncé une entente qui incluait les 6 fabricants de camions européens représentant ensemble entre 95 et 100% du marché. Entre 1997 et 2011, ils se sont entendus sur les prix, sur les conditions de livraison, ou encore sur le calendrier d'introduction de technologies servant à réduire les émissions de CO2. How dare you! L'Union européenne avait condamné ces fabricants en 2016 à une amende de 3,8 milliards d'euros. Ce qui a ouvert la voie à des procédures en justice pour que les victimes de cette entente obtiennent des dédommagements. L'entente étant établie et reconnue par les constructeurs, le dédommagement est une formalité pour les victimes qui n'ont qu'à se signaler à la justice. Tous les acheteurs de camions sur la période concernée peuvent obtenir entre 10 000 et 15 000 euros, plus les intérêts. Sachant qu'un camion coûte autour de 100 000 euros, ça fait une belle ristourne. Des sommes importantes pour les entreprises de transport ou du BTP, mais les plus grosses victimes sont les finances publiques au sens large, l'État et les collectivités locales. Rien qu'en France, on compte aujourd'hui 600 000 poids lourds en circulation, estime un professionnel du transport routier. Mais combien appartiennent à l'État ? Entre ceux de l'armée, des forces de police ou encore des hôpitaux, sans doute plusieurs milliers. Rien qu'à Paris, ils en ont 500. Alors en Allemagne, toutes les entités publiques s'étaient réunies dès 2017 pour réclamer 1,7 milliard d'euros de dédommagement. Mais en France, rien. Aucun recours des collectivités locales, ni de l'État. Que dalle. Interrogé sur cette absence de procédure par le sénateur Claude Raynal en février 2021, Bercy a mis 2 mois à répondre qu'une demande d'indemnisation est actuellement à l'étude. Mais pourquoi une telle lenteur ? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait d'autres priorités.
s'agace un conseiller ministériel. Ah oui ? Comme quoi ? Donner 3 milliards aux actionnaires d'Air France ? Signer le plan de relance européen qui nous fait perdre 40 milliards ? Ou bien créer un statut d'exception pour que les multinationales payent un impôt sur les sociétés ridicule en France, en toute légalité ? Ah, c'est vrai que ça doit bien occuper les journées. Mais bon, chacun ses priorités. Interrogé directement, le ministère de l'économie, sous lequel est placée la direction des affaires juridiques qui représente l'État devant la justice, renvoie le sujet au service du Premier ministre. Nous avons conseillé d'engager la procédure pour se faire indemniser, concède cependant Bercy. Mais, contacté, Matignon fait durer le suspense. Cela paraît peu probable qu'on ne lance rien, mais nous n'avons pas encore tranché. Nous sommes en train de faire remonter les informations des principaux ministères floués, la Défense, l'Intérieur et l'Environnement. Ouais, c'est vrai que vu le montant des indemnités, faut bien réfléchir, ça vaut peut-être pas le coup de se baisser pour y ramasser. Mais faut faire vite, parce que le temps presse. Le délai de prescription est fixé au 6 juillet 2021, et avant ça, il faut réunir un tas de paperasse et d'informations pour lancer la procédure de dédommagement. Several months later. Bon, bah voilà, ce délai est aujourd'hui dépassé, et à ma connaissance, l'État n'a lancé aucune procédure pour récupérer l'argent du cartel des camions. Nos gestionnaires de l'année ont donc renoncé à récupérer 1 milliard d'euros, si ce n'est plus. Cet argent va rester dans la poche des voleurs. Nul doute que cette histoire se serait finie autrement si la poche avait été celle des pauvres, des chômeurs, des automobilistes, des petites entreprises. La biscuiterie artisanale de Véronique rejoint la boutique. Garantie sans migrants exploités, ni argent public gaspillé. Elle est la seule en France à proposer des biscuits qui soient à la fois bio, sans lactose, J'écoute, sans gluten, j'écoute, avec un faible indice glycémique, j'écoute. et vegan. Oui, j'ai pu mesurer le niveau de crispation que le mot vegan suscite aujourd'hui, et pour avoir travaillé dans un magasin bio pendant quelques temps, je crois savoir où se situe le problème. Disons que quand le produit est vegan de base, comme peut l'être une galette de céréales, en général c'est comestible. À la limite ça peut faire chier de payer si le logo est présent. Par contre, avec leur fromage, leurs faux saucissons, leurs faux foie gras et autres merdes industrielles, le véganisme est perçu comme un attentat contre la culture française, surtout quand on ajoute à ça les attaques des véganes contre les boucheries. Le véganisme se dispute donc avec la chasse le palmarès des militants les plus contre-productifs. Alors dans l'esprit de certains qui se sont très poliment exprimés dans les commentaires, le produit vegan est clairement associé au poulet sans poulet, c'est-à-dire à un ersatz vide, pas bon et plus cher, qu'on consomme par conviction politique antispéciste, bien loin de l'objectif d'une bonne alimentation, qui doit d'abord nourrir et faire plaisir. Et pourtant, c'est bien dans cet objectif que s'inscrit la démarche de Véronique, qui est malheureusement éclipsée par cette mauvaise image du vegan, d'autant qu'elle a choisi d'appeler son entreprise Vegani. Autant vous dire qu'elle est en train de changer de nom. Comme quoi, le véganisme crée autant d'extrémistes chez ceux qui le sont que chez ceux qui ne le sont pas. C'est un petit peu dommage d'en arriver là. Son intention n'est donc pas de surfer sur une vision moralisatrice de la nourriture, ni sur du marketing opportuniste. Tout part en fait de problèmes personnels de santé, qui l'ont empêché de manger les produits qu'on trouve habituellement dans le commerce, à base de farine de blé, d'œufs, de lait, etc. Et les produits qu'elle trouvait dans les rayons spécialisés avaient rarement le plaisir gustatif comme priorité. Elle a donc décidé d'ouvrir cette biscuiterie pour tous ceux qui ont besoin de manger très sainement, tout en se faisant plaisir. Que vous soyez allergique au lactose, aux œufs ou au gluten, ces biscuits sont faits pour vous. Pareil si vous fuyez le gras ou le sucre. Ces biscuits sont sans sucre raffiné, et quand elle ajoute du sucre de canne blond ou brun, c'est en très petite quantité, en exhausteur de goût. Ces biscuits conviendront donc parfaitement aux diabétiques ou aux personnes souhaitant faire un régime. La litanie des sans lactose, sans sucre, sans œufs, etc., peut donner à penser qu'il s'agit de biscuits sans rien. Et c'est en fait tout le contraire, puisqu'en évacuant les allergènes, elle doit se tourner vers des ingrédients plus nobles et plus riches, notamment pour ses huiles et les farines anciennes. Pour autant, faire un biscuit plaisant quand on est privé de la facilité de le bourrer de sucre n'est pas chose facile. Il faut aussi obtenir une bonne texture sans œufs. C'est pour cette raison que chaque recette a nécessité des mois d'élaboration pour obtenir un bon résultat. Les ingrédients sont sélectionnés avec soin et dosés au gramme près. De la véritable chimie alimentaire pour le plaisir des papilles, tout en gardant l'esprit et l'estomac légers. Et le porte-monnaie aussi. Eh bah oui, vous vous doutez bien que si ces ingrédients ne sont pas utilisés couramment dans le commerce, c'est parce qu'ils sont légèrement plus onéreux. Faudra compter pour ces biscuits entre 80 et 100 € le kilo.
Eh oui, je sais, ça c'était le deuxième sujet de crispation majeur. Et pourtant à ce prix-là, ni moi ni l'artisan n'avons des marges délirantes, hein. On fait pas x10, on fait même pas x2. L'essentiel du prix s'explique en fait par les ingrédients et le coût de fabrication. Et pour répondre aux critiques et interrogations inévitables, j'ai demandé à Véronique quelques précisions. Les farines anciennes qu'elle utilise coûtent entre 15 et 20 euros le kilo, contre 60 centimes pour la farine de blé. Le sucre de canne complet c'est autour de 10 euros le kilo, quand le sucre blanc est à 50 centimes. Son beurre végétal lui revient à 9,50 euros le kilo, contre 80 centimes pour le beurre classique. Ajoutez à ça tout ce qui est oléagineux et compagnie, noisettes, amandes, etc., entre 17 et 22 euros le kilo. On arrive vite à 40, 50, 60 euros le kilo d'ingrédients bruts, auxquels il faut ajouter le coût de fabrication, qui est artisanal, tout est fait à la main. Actuellement, elle ne peut pas faire plus de 7 kg de biscuits par jour, parce qu'elle a commencé assez récemment, et forcément tout n'est pas optimisé dès le début. Les biscuits de Vegani ne sont donc pas de ceux dont on vide le paquet devant la télé sans faire attention. D'ailleurs, en manger 2 ou 3 vous apportera pleine satisfaction, ce sont des biscuits de dégustation. Ils apportent une sensation de satiété rapide, leur goût reste en bouche dans la durée, et leur faible teneur en sucre évite le grignotage compulsif, sans pour autant avoir le sentiment de se priver. Et ça c'est un élément qui permet de relativiser le prix, et que j'ai pu constater par moi-même. En général, quand on ouvre un paquet de biscuits classiques, il disparaît assez vite. Et ben là, au lieu d'ouvrir, disons 3 paquets de biscuits dans la semaine, vous en ouvrez qu'un seul, qui vous dure toute la semaine pour le même prix, et sans frustration. C'est donc un autre mode de consommation, et c'est sûr que si vous n'êtes pas intéressé par cette démarche, ou si vous n'êtes pas sujet à des soucis alimentaires, le prix va vous sembler trop élevé à la plupart d'entre vous pour juste se faire plaisir. Il existe effectivement de très bons biscuits, moins coûteux parce qu'ils sont pas dans cette démarche maximaliste on va dire, et j'espère qu'on en proposera aussi sur la boutique prochainement si on trouve un bon fournisseur dans le coin. Un dernier mot pour terminer, Vegani pousse sa démarche jusqu'au bout en emballant ses biscuits dans des emballages entièrement compostables, que ce soit en compost industriel ou ménager. Sur ce, je pense que vous savez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, vous trouverez le lien de la boutique en description si ces produits vous intéressent. Sachez qu'on a refait le plein des vins de Marignan qui sont à nouveau disponibles, et puis il y a 2-3 nouveautés à droite à gauche, mais ça, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de nouveautés dans les mois qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.